Villisca est une petite ville américaine de 2500 âmes, située dans l'État de l'Iowa. Elle est tristement connue pour ses meurtres qui ont horrifié les habitants. Dans la nuit du 9 juin 1912, 6 membres d'une même famille et leurs invités sont tués dans leur sommeil. Josiah, Sarah Moore, leurs 4 enfants et les 2 petites filles qu'ils recevaient pour la nuit furent sauvagement assassinés à coups de hache. En ce 10 juin 1912, Mary Peckman se lève à 4 heures du matin et décide de faire une lessive qu'elle étend dans son jardin avant que la chaleur ne soit insupportable. Mais quelque chose la perturbe. Ce silence est inhabituel. Ce qui l'intrigue, c'est qu'habituellement la maison de ses voisins est toujours plus ou moins bruyante, il y a toujours des rires, des pleurs ou des cris, mais cette fois-là, il n'y a rien. Mary remarque également que les rideaux des fenêtres sont tous tirés. Habituellement le père de famille Josiah se lève tôt le matin pour s'occuper du bétail avant d'entamer sa journée de travail. Or l'homme n'est toujours pas sorti de chez lui. Mary se souvient les avoir vus la veille lors du spectacle de l'église. Peut-être sont-ils rentrés tard, et ont décidé de faire la grasse matinée? Ou peut-être sont-ils tombés malades? Elle décide donc de s'approcher de la maison et de frapper à la porte. Malgré son insistance, personne ne répond, et un silence de mort règne dans cette maison. Mary prend son courage à 2 mains et décide de pousser la porte pour entrer. Mais rien ne se passe, la porte reste fermée. Elle comprend donc que celle-ci a été fermée de l'intérieur. Chose étrange, car les Moore laissaient toujours leur porte ouverte. Mary décide donc de laisser tomber et retourne chez elle pour continuer ses tâches. Mais cette situation la tracasse, elle n'arrive pas à se concentrer sur autre chose, elle a le pressentiment que quelque chose est arrivé. Elle décide donc de contacter le frère de Josiah, Ross Moore. Abasourdi par ce qu'il vient d'entendre, ce dernier s'empresse de téléphoner à la quincaillerie de son frère pour savoir si ce dernier est venu travailler aujourd'hui ou pas. C'est Ed Selley qui répond au téléphone et qui lui dit que Josiah n'est pas encore arrivé et qu'il trouve ça étonnant. Trop inquiet, Ross décide de se rendre chez son frère pour vérifier que rien ne soit arrivé à la famille. Lorsque celui-ci arrive devant chez son frère, il remarque tout de suite que les chevaux ont été nourris, ce qui le rassure, jusqu'à ce que Mary, la voisine, lui dise qu'en réalité c'est Ed qui est venu les nourrir ce matin. Fou d'inquiétude, Ross se met à faire le tour de la maison, en tentant de regarder à travers les fenêtres. Mais tous les rideaux sont tirés, il était donc impossible de voir l'intérieur de la maison. Et ce silence devenait trop pesant pour Ross. Il frappait de toutes ses forces aux fenêtres en hurlant le prénom de son frère. Mais rien, pas un bruit. Il décide donc de rentrer mais se retrouve lui aussi confronté aux portes fermées à double tour. Ross ne peut pas rester dehors 1 minute de plus, il faut qu'il entre pour voir si tout le monde va bien. Il sort donc le double des clés que son frère lui avait données, et pénètre dans la maison. Dévoré par la curiosité, Mary Peckman le suit jusqu'à la porte d'entrée. Tous 2 avancent doucement dans l'obscurité de la maison, tout en appelant Josiah et Sarah. Ross s'arme de courage et se dirige vers la porte de la chambre parentale. Pendant quelques secondes il reste là, immobile, puis brusquement il se précipite vers la porte et crie à Mary de prévenir le marshal que quelque chose de terrible venait de se passer. John Henry Horton, que l'on surnomme Hank, est un homme d'une 50aine d'années et il occupe le poste de marshal depuis 1 an. Lorsqu'il reçoit l'appel de Mary, Hank se rend immédiatement sur place et pénètre sans hésiter dans la maison par la porte que Ross Moore avait laissée grande ouverte en s'enfuyant. Les rideaux de la chambre étaient toujours tirés mais en rentrant dans la pièce, le marshal remarque l'odeur rance qui flottait dans l'air et il comprend qu'un drame venait de s'y dérouler. Alors que ses yeux tentaient de s'habituer à l'obscurité de la pièce, il aperçoit des éclaboussures sombres étalées sur les murs ainsi que 2 formes étendues sur le lit. Un drap blanc maculé de taches les recouvrait complètement, mais le bras livide qui s'en échappait ne laissait aucun doute sur ce qu'il dissimulait. Contre le mur, reposait une grande hache recouverte d'une substance dont le marshal devina la nature sans même s'en approcher. Il y avait également une lampe à pétrole cassée qui traînait sur le plancher, et quelque chose qui ressemblait à des vêtements déchirés recouvrait le miroir de la chambre. Hank décide de continuer d'avancer dans la maison. Il marche lentement vers le grand escalier qui mène à l'étage. Il avance marche par marche, et tombe sur une porte ouverte donnant sur une autre chambre.
Comme dans la chambre précédente, les murs sont là aussi recouverts d'éclaboussures. Et sur le lit, se trouvent 2 silhouettes sous un drap ensanglanté. Hank avance vers la fenêtre, et tire le rideau pour laisser entrer un peu de lumière. Il regarde tout autour de lui, et y voit Josiah et Sarah Moore allongés sur leur lit, le crâne fracassé. Tout comme dans la chambre du rez-de-chaussée, se trouve une lampe à pétrole cassée sur le sol. Le marshal n'y touche pas et continue de marcher vers la pièce d'à côté. Nouvelle vision d'horreur. Les corps de 2 garçons et 2 filles gisent sur leur lit. Il y avait du sang partout, sur les murs, le plafond, et les draps. Tous les membres de la famille Moore, Josiah 43 ans, Sarah 39 ans, Herman 11 ans, Catherine 9 ans, Boyd 7 ans et Paul 5 ans, ont été assassinés. Mais une chose intrigante, la famille est composée de 6 membres, or il a bien vu 8 cadavres dans cette maison. Avant de quitter la maison, Hank remarque un petit groupe de personnes venues par curiosité. Il leur demande de rester devant le domicile le temps de son absence, afin de surveiller que personne n'entre dans la maison. Le marshal décide de contacter un chirurgien nommé Clark Cooper. Il était maintenant 9 heures du matin, et dans une petite ville comme celle de Villisca, où il ne se passait jamais rien, la nouvelle du massacre commençait à s'ébruiter. Si Hank ignorait encore l'identité des 2 corps retrouvés au rez-de-chaussée, leur famille n'allait pas tarder à apprendre leur mort de la plus terrible des façons. Joseph et Sarah Stillinger sont des agriculteurs aisés et ont autorisé leur fille, Lena, 12 ans et Ina 8 ans, à aller passer la nuit chez leurs amis. En début de matinée, voyant que les 2 fillettes ne revenaient pas, ils tentent de téléphoner aux Moore, mais personne ne leur répond. Un peu plus tard, ils essaient une nouvelle fois sans succès, puis, en fin de matinée, alors qu'ils appelaient pour la 3e fois, un opérateur téléphonique indiscret, qui avait probablement écouté les conversations des uns et des autres, leur répond que tout le monde était mort dans cette maison. Hank et le docteur Cooper s'empressent de retourner sur les lieux du crime, accompagnés du docteur Waloma, du docteur F.S. William ainsi que du révérend Ewing. Peu de temps après, c'est le docteur Al Linkist, coroner chargé de l'enquête, qui les rejoint. Après avoir précautionneusement soulevé le drap, qui dissimulait les 2 victimes de la chambre du bas, le groupe découvre que la tête de l'une d'entre elles est singulièrement recouverte d'un vêtement, une sorte de manteau gris comme aurait pu en porter un garçon. L'assassin s'est tellement acharné sur leur visage, qu'aucune des personnes présentes ne put reconnaître les fillettes. La plus jeune des 2, qui devait avoir 7 ou 8 ans, était la moins abîmée et un examen rapide leur apprit qu'elle était morte du premier coup. La seconde semblait s'être réveillée et les différentes marques sur sa peau indiquaient qu'elle s'était débattue. 2 robes blanches trônaient au pied du lit, et, tout près d'elle, se trouvaient 2 bibles à l'intérieur desquelles étaient écrits leurs noms, Lena et Ina Stillinger. Des habitants avaient aperçu les petites filles la veille, alors qu'elles se trouvaient à l'église, en compagnie de la famille Moore, et il était aisé d'en conclure qu'elles s'étaient trouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Hank, le coroner et les médecins, montent à l'étage et confirment que toutes les victimes ont bien été tuées de la même manière. Le meurtrier a utilisé le côté plat de la hache pour les assommer, puis, il s'est servi de la lame pour achever son sinistre ouvrage, ce qui explique les éclaboussures sur les murs et le plafond. L'assassin semble toutefois s'être acharné sur Josiah, le frappant avec tant de violence, que ses yeux se sont arrachés de son visage. Sur le sol de la chambre du bas, près de la hache, le coroner découvre un morceau de lard cru enveloppé dans un chiffon, et un second de taille identique dans la glacière de la cuisine. Sur la table, se trouve un bol rempli d'une eau ensanglantée, et une assiette de nourriture préparée mais non entamée. Cette maison est digne d'un film d'horreur. Des vêtements déchirés recouvrent une fenêtre et plusieurs miroirs, et dans la chambre parentale, l'une des chaussures de Sarah semble avoir été remplie de sang. Le docteur Linkist supposait que ce sang était celui de Josiah, qu'il s'était lentement écoulé dans la chaussure suite à ses blessures, mais que le meurtrier était revenu lui asséner quelques coups supplémentaires par la suite, et qu'il avait renversé la chaussure par inadvertance. Toujours dans la même pièce, une empreinte de talon est imprimée sur un magazine qui traîne sur le sol, à côté du placard. Une fois la maison fouillée, le groupe de Hank sort pour aller inspecter la grange, qui se trouve sur le terrain.
Le docteur Linkiste remarque tout de suite un tas de foin où celui-ci est aplati. À cet endroit, un trou se trouve dans l'une des planches et a certainement permis au meurtrier d'espionner ses victimes. Le shérif Oren Jackson décide de proposer son aide, bien conscient que le meurtrier avait une bonne longueur d'avance sur eux. La nouvelle du massacre a déjà fait le tour de la ville, et de nombreux curieux s'entassent autour de la maison des Moore. Certains vont même jusqu'à se faufiler à l'intérieur de la villa. Une rumeur circule, disant qu'un homme est entré à l'insu de tous, puis est ressorti en emportant avec lui un morceau du crâne de Josiah. Les forces de l'ordre se retrouvent débordées, et sont donc secondées par la garde nationale, qui vient surveiller la scène de crime. Plus tard, un limier du Nebraska se présente avec ses chiens, pour tenter de retrouver la piste du meurtrier. Malheureusement, trop de personnes sont entrées dans la maison, ce qui empêche les chiens de pister l'odeur de l'assassin. Ils suivent un moment le sentier qui traverse la ville, et mène à la rivière, puis ils perdent la piste et ne peuvent la retrouver. Apparemment, le tueur aurait marché dans l'eau pour en ressortir quelque part. De nouveaux enquêteurs viennent renforcer le dispositif déjà en place, dont un expert en empreintes digitales, mais tous les objets ont été manipulés tant de fois, qu'il ne put rien en tirer. À cette époque, peu de gens connaissent cette technique d'investigation, c'est pourquoi aucune précaution ne fut prise. À 22h, le procureur du comté de Radcliffe donne finalement la permission à l'entrepreneur des pompes funèbres d'emmener les corps jusqu'à la caserne des pompiers, où une morgue temporaire venait d'être installée. Le 11 juin 1912, 14 témoins sont appelés à témoigner devant le jury du coroner. Lors de cette audience, Charles Moore, un des frères de Josiah, dira que son frère avait une hache dans son hangar à charbon. Il dira également qu'il pensait que son frère et sa femme avaient pour habitude de fermer leur porte à clé lorsqu'ils allaient dormir, car quand il venait les voir le matin, ce dernier devait attendre que quelqu'un lui ouvre la porte. Aucun des témoins ne connaît d'ennemi à Josiah, cependant Ed Selley dira que son patron lui avait raconté qu'un de ses beaux-frères ne l'aimait pas et l'avait même menacé. Le lendemain, les cercueils des victimes sont sortis de la caserne, pour être transportés jusqu'au cimetière de Villisca, où ils furent enterrés. L'enquête n'avance guère, aucun indice n'a été laissé. Josiah Moore habitait dans la ville depuis 13 ans, et avait été l'employé de Frank Jones, durant 9 ans, avant de devenir l'un des hommes d'affaires les plus importants de la ville. Le 6 décembre 1899, Josiah épousait la jeune Sarah Montgomery, avec qui il eut 4 enfants: Herman, Catherine, Boyd et Paul. Sarah était particulièrement active au sein de la paroisse, et ils étaient tous deux appréciés de la communauté. La veille du drame, le dimanche soir, ils étaient allés à l'église, puis ils avaient marché jusqu'à chez eux, avec les filles Stillinger, riant et saluant leur connaissance. Par un curieux hasard, ce soir-là, les lampadaires ne s'étaient pas allumés, et les rues étaient particulièrement sombres. Le massacre a très probablement eu lieu entre minuit et 5 heures du matin. Pour les enquêteurs, l'assassin a récupéré la hache dans le hangar à charbon, s'éclairant avec des lampes à pétrole, qu'il posait à terre, et dont il éteignait la mèche avant de quitter le lieu. Lorsqu'il a commis ses crimes, le meurtrier a certainement fait beaucoup de bruit, mais bizarrement toutes les victimes, sauf la petite Lena, ont été tuées dans leur sommeil. L'homme leur avait ensuite recouvert le visage, ce qui laissait à penser qu'il les connaissait ou qu'il était particulièrement superstitieux. À cette époque, une légende rapportait que si quelqu'un mourait les yeux ouverts, alors la dernière image qu'il voyait se gravait dans sa rétine, et qu'elle était décelable à l'autopsie. D'ailleurs, le 21 août, un journal rapportait que les détectives de Villisca travaillaient à résoudre l'assassinat récent, et qu'ils avaient obtenu une photographie de l'assassin, dans la rétine de l'œil de l'une des sœurs Stillinger, celle qui s'était réveillée lors de l'attaque. Une fois les massacres perpétrés, l'assassin a fermé tous les rideaux, puis s'est de nouveau acharné sur les visages de ses victimes, mais cette fois-ci, en utilisant le côté tranchant de la hache. Les fenêtres sans rideaux avaient été masquées par des vêtements, tout comme les miroirs, probablement par superstition, une fois encore. En certains endroits, il était de coutume de recouvrir les miroirs d'un drap noir, car l'on pensait que les âmes des mourants pouvaient y être emprisonnées, et peut-être le meurtrier craignait-il une vengeance posthume. Si le déroulement des faits semblait plutôt limpide,
personne ne comprenait les raisons de son geste. Les morceaux de lard laissaient les enquêteurs particulièrement perplexes, mais certains suggérèrent que ces crimes étaient peut-être sexuels, et que le lard avait servi à des fins masturbatoires, ce qui restait une hypothèse crédible. Étant donné que le meurtrier a observé la famille Moore depuis la grange, les enquêteurs en déduisent qu'il n'a pas agi sous le coup d'une pulsion, et que les petites invitées n'étaient pas spécialement visées par cette attaque. Les deux fillettes n'avaient pas eu de chance, et le sort allait continuer à s'acharner sur les Stillinger, car peu de temps après, Sarah donna naissance à un enfant mort-né, et leur maison disparaissait en fumée. Dans les jours qui suivent, les journaux émettent déjà des hypothèses quant aux motivations du tueur, et des rumeurs sur l'identité de ce dernier commencent à circuler. Madame Hamilton, médium autoproclamée d'une ville voisine, prétend avoir vu le meurtrier dans ses feuilles de thé. D'après elle, l'homme est grand, il porte une moustache noire et un chapeau et elle dit qu'il va bientôt se livrer à la justice de lui-même. De plus, elle affirme que l'arme du crime n'a pas encore été retrouvée et qu'elle se trouve près d'un autre bâtiment. Le samedi matin précédant les meurtres, Mademoiselle Van Gilder, 16 ans, la nièce de Josiah et Sarah, a été accostée par un inconnu qui lui a demandé si elle savait où se trouvait la maison des Moore. Lorsqu'elle en a parlé à sa tante, cette dernière lui dit qu'un homme correspondant à cette description est venu traîner vers chez eux. Le 15 juin, après avoir reçu un télégramme du shérif du comté de Warren, dans l'Illinois, le procureur Radcliffe se précipite à Monmouth, accompagné de Mademoiselle Van Gilder. Un homme, aux chaussures couvertes de sang vient d'être arrêté alors qu'il descendait du train, et le procureur se demande s'il ne serait pas l'étranger qui avait demandé son chemin la veille des assassinats. Mademoiselle Van Gilder fut formelle, il n'était pas l'homme à qui elle avait parlé. Quant à ses chaussures ensanglantées, il expliqua qu'il les avait obtenues en pratiquant son métier de clochard. Le même jour, Madame Retta Johnson, qui accompagnait Mademoiselle Minnie Moore, l'une des sœurs de Joseph Moore, déclara « Si Monsieur ou Madame Moore avaient regardé dans le placard de la pièce où dormaient les filles Stillinger, alors ils auraient vu le meurtrier, et probablement empêché le crime. » Madame Johnson affirme également que l'identité de l'assassin peut être déterminée par un morceau de chaîne de montre retrouvé dans le lit, où les deux sœurs avaient été tuées. Apparemment, la plus grande des deux avait lutté avec son assassin, la lui arrachant au cours de la lutte. Personne ne peut expliquer pourquoi un lit avait été préparé par Madame Moore à l'avant de la maison, et jamais occupé. Une théorie est qu'ils avaient prévu qu'un autre invité passerait toute la nuit avec eux, mais leurs amis disent que ce n'est pas vrai. Un second suspect est interpellé. Andy Sawyer est lui aussi un vagabond dont le comportement attira l'attention des enquêteurs. Selon Thomas Dyer, contremaître des ponts et chaussées, M. Sawyer s'est approché de son équipe de Creston à 6 heures du matin, le jour où les corps ont été découverts. Ce dernier était rasé de près, il portait un élégant costume brun, mais ses chaussures étaient couvertes de boue, et son pantalon mouillé jusqu'aux genoux. Il lui avait demandé un emploi et comme M. Dyer avait besoin de main-d'œuvre, alors il l'avait engagé. Toutefois, un peu plus tard dans la matinée, M. Sawyer achète le journal du jour, se pose dans un coin et s'attarde à lire la page des meurtres de Villisca. Ce que certains trouvèrent étrange. À la nuit tombée, il s'est isolé puis il s'est couché tout habillé, sa hache près de lui, et son comportement inquiéta les hommes de l'équipe. L'homme se montre inquiet. Il avoue d'ailleurs s'être rendu à Villisca le dimanche soir, et avoir pris peur en entendant parler de la tragédie. Comme le contremaître le trouvait bizarre, le 18 juin 1912 il décide de le livrer au shérif, mais alors qu'il marche derrière lui, Sawyer se frotte la tête et tout d'un coup il s'écrie « Je vais vous couper vos putains de têtes ». À ce moment-là, il avait balancé sa hache et commencé à frapper sur des piles en face de lui. Junior, le fils de Dyer, témoigne également qu'en traversant Villisca, Sawyer lui a montré par où l'assassin était sorti de la ville. Il lui a expliqué que l'homme avait sauté par-dessus un tas de fumier, puis, désignant des empreintes, il lui a dit qu'il avait franchi la voie ferrée à cet endroit et qu'il était rentré dans le ruisseau au niveau du vieil arbre. Cependant, si de nombreux éléments semblent l'accabler, il est impossible qu'Andy Sawyer soit coupable des crimes de Villisca, car le soir du drame, il se trouvait dans la ville d'Osceola,
où un shérif l'avait arrêté pour vagabondage et mis dans un train à 23 heures. Au vu du massacre, et de l'acharnement dont le meurtrier avait fait preuve, certains des enquêteurs soupçonnent une vengeance personnelle, et leur intérêt s'était rapidement porté sur Frank Jones, chez qui Josiah Moore avait travaillé. Les deux hommes se sont séparés en de mauvais termes, et lorsque Josiah avait ouvert son propre magasin d'outils, celui-ci avait débauché quelques-uns des gros clients de son ancien patron, ce qui avait attisé sa colère. Frank avait fondé la Banque nationale de Villisca, mais il était également un homme politique, un sénateur, et il possédait un certain prestige auprès de ses concitoyens qui le décrivaient parfois comme arrogant. Une rumeur dit que Josiah aurait eu une relation avec Donna, la belle-fille de Frank, et que cette histoire aurait aggravé leurs différends. Personne ne croyait Frank Jones capable de telles atrocités. Toutefois, celui-ci aurait très bien pu embaucher quelqu'un pour les commettre à sa place. Le détective Wilkerson, de la Detective Agency Burns, accuse ouvertement Frank et son fils Albert d'avoir engagé William Mansfield pour tuer Josiah Moore, mais les deux hommes nient avec véhémence toute implication dans ces crimes, et jamais ils ne furent arrêtés. D'après le détective Burns et Wilkerson, William Mansfield est le principal suspect de cette histoire. Les détectives le pensent également responsable des meurtres à la hache perpétrés à Paola, au Kansas, 4 jours avant l'affaire Villisca, de ceux de Jenny Peterson et Jenny Miller, à Aurora, au Colorado, mais aussi de l'assassinat de sa femme, de son enfant, de son beau-père et de sa belle-mère, toujours à l'aide d'une hache, le 5 juillet 1914 à Blue Island, dans l'Illinois. À force d'insistance, Wilkerson réussit à convaincre un grand jury d'ouvrir une enquête, et Mansfield sera arrêté et amené à Kansas City. Au cours de l'enquête, ses bulletins de paie indiquent qu'il se trouve dans l'Illinois au moment des faits. Il fut donc relâché pour manque de preuves. Si certains sont persuadés que Frank Jones peut avoir commandité ces crimes barbares, pour la plupart des habitants de Villisca, il semblait peu probable qu'un citoyen de leur ville soit impliqué dans cette affaire, et leur regard se tourne vers le malade qui sévit dans la région et qui se fait remarquer pour son goût prononcé pour la hache. En effet, 9 mois plus tôt, il y avait eu une série de meurtres à Colorado Springs. Le premier avait eu lieu un dimanche soir, le 17 septembre 1911. Le meurtrier était rentré dans la maison de H.C. Wayne, où il avait tué 3 personnes, puis il s'était rendu chez leur voisin, et avait massacré Madame Aggie Burns et ses 2 enfants à la hache. 2 semaines plus tard, le dimanche soir, un inconnu avait trucidé William Dawson, sa femme et sa fille avec une hache. Puis, dans le Kansas, le 15 octobre et le 5 juin, quelques jours avant l'affaire Villisca, 2 nouvelles familles avaient été victimes du sadique. À Ellsworth, il avait tué les 5 membres de la famille de William Shawman, pendant leur sommeil, et à Paola, il s'en était pris à Roland Hudson et à son épouse. La pioche utilisée avait été abandonnée dans un autre bâtiment. 3 mois après le massacre de Villisca, Charles Pfanschmidt, sa femme, sa fille et leur invité furent assassinés. La maison avait été incendiée, mais les corps retrouvés ne laissaient aucun doute, ils avaient tous été tués avec une hache, au cours de leur sommeil. Le fils du couple ne vivait plus chez ses parents, mais il attendait un héritage considérable et très vite des rumeurs le désignèrent comme coupable. Tout le monde n'était pas d'accord avec cette théorie, certains pensaient plutôt que le tueur à la hache du Midwest était de retour, mais le fils fut néanmoins condamné. La nuit des meurtres, à 5h19 du matin, un petit homme malingre avait discrètement quitté la ville en montant dans le train numéro 5, affirmant aux autres voyageurs qu'il y avait 8 âmes mortes à Villisca, massacrées pendant leur sommeil. Certains témoins crurent comprendre que l'homme avait eu une vision divine, qui lui avait ordonné de suivre l'injonction divine. Tue, détruis. Cet homme s'appelait George Jacqueline Kelly, et il était révérend. Il était arrivé à Villisca le 8 juin. Il avait assisté au spectacle que les enfants avaient donné à l'église, ce qui était surprenant, car il détestait les enfants. Puis, il était parti au petit matin. 2 semaines plus tard, il était revenu, et se faisant passer pour un détective, il s'était mêlé aux enquêteurs dans la maison des Moore, prétextant avoir suivi des études à Scotland Yard. Les autorités s'intéressèrent à lui quelques semaines plus tard, après avoir été alertés par les lettres qu'il leur écrivait. Le révérend Kelly était le fils et le petit-fils de ministres anglais et il souffrait de dépression chronique.
En 1894, il avait immigré en Amérique avec Kelly, sa femme, et depuis, il prêchait dans les églises méthodistes du Dakota, du Minnesota, du Kansas et de l'Iowa. Il avait également effectué plusieurs missions dans de petites communautés au nord de Villisca, où il avait la réputation d'être un homme étrange, et dans sa ville d'origine, le pasteur Kelly était connu pour son voyeurisme. Il avait été reconnu coupable d'envoi de matériel obscène par la poste et il avait passé du temps en hôpital psychiatrique. Inculpé pour l'assassinat de Lena Stillinger, le prêtre est arrêté et emprisonné au début de l'été 1917. Le 31 août, après 2 mois d'interrogatoire, il signe une confession dans laquelle il avoue, je cite, « Je suis arrivé à Villisca le samedi soir précédant les meurtres. Dimanche, j'ai prêché 2 fois dans le pays. Dimanche soir, j'ai soupé avec le révérend Ewing, qui m'a demandé si je voulais dormir seul dans la maison, car lui et sa famille allaient coucher sous une tente. Monsieur Ewing m'a montré ma chambre. Je suis allé au lit, mais je ne pouvais pas à dormir. Je travaillais sur un sermon dont le texte était « Tu, détruit ». J'avais entendu Gypsy Smith prêcher sur ce sujet. Je me suis habillé et je suis sorti sur le balcon. J'ai entendu un bruit comme un moulin à vent. Je suis retourné au lit, mais je n'arrivais toujours pas à dormir. Ensuite, je me suis levé et habillé, puis je suis sorti pour une promenade, étudiant encore mon sermon. À 2h34, je suis allé à l'église presbytérienne. Alors que j'étais seul dans l'église, j'ai entendu une voix. Elle disait « Va plus loin ». Je suis sorti et j'ai marché jusqu'au bout de la rue, où j'ai vu une ombre qui m'a fait signe de la suivre. L'ombre m'a conduit à la maison Moore. J'ai vu une hache sur un tas d'ordures. J'ai pris la hache par la poignée. La voix m'a de nouveau parlé disant « Allez, suis l'ombre. Tu, détruis ». L'ombre m'a conduit à la porte de la maison Moore. À l'intérieur, la voix a dit « Monte ». J'ai obéi à la voix. Je pensais que je montais l'échelle de Jacob. Je suis allé dans une salle où 4 petits-enfants dormaient. La voix de Dieu m'a dit « Tu, détruis, souffre que petits-enfants viennent à moi ». J'ai répondu à la voix de Dieu et dit « Oui, Seigneur, ils viennent maintenant ». J'ai pris le bout du manche de la hache en main et j'ai tué les enfants. Je suis sûr que j'ai tué les enfants d'abord. Les enfants m'ont dérangé toute ma vie. Je pense que j'ai mis un drap sur eux par la suite. La voix de Dieu m'a dit alors « Continue. Il doit y avoir des sacrifices de sang. » J'ai suivi l'ombre dans une chambre où monsieur et madame Moore dormaient. Je travaillais aussi vite que je le pouvais. Je pense que j'ai tué la mère en premier. Je suis allé en bas des escaliers en pensant que je pourrais trouver un endroit pour m'allonger. J'ai vu les 2 filles qui dormaient dans une chambre. La voix de Dieu m'a dit « Continue, toujours. Tu, détruis. » Les mots résonnaient toujours dans mes oreilles. Je les ai tuées. Je pense que j'ai mis un drap sur elles, mais je ne m'en souviens pas. Les mots « tu, détruis » étaient dans mon esprit avant les meurtres et depuis, ils bourdonnaient dans mes oreilles. J'ai eu un moment difficile, tentant de résister à l'envie de tuer. Mon âme est soulagée maintenant pour la première fois en 5 ans. Malgré ses aveux, cela ne suffit pas à inculper le prêtre. D'après les analyses des enquêteurs, le tueur était gaucher, et voulant en avoir le cœur net, ils demandèrent à Kelly de couper du bois. L'homme prit alors la hache et la souleva vers la gauche. Pour de nombreuses personnes, cela prouvait que le révérend Kelly était bel et bien le tueur. Mais coup de théâtre. Peu avant le procès, le révérend Kelly revient sur ses aveux et se rétracte, disant que ceux-ci ont été obtenus au bout d'une nuit complète d'interrogatoire. Son avocat, W. Mitchell, ajoute également, je cite, « Au moment où il les avait signés, Kelly était plus mort que vif, plus fou que saint d'esprit. » Le procès débute en septembre 1917. La défense de l'avocat se focalise sur le fait que son client, le révérend Kelly, a développé une telle obsession pour les meurtres de Villisca, qu'il en est venu à avoir des idées délirantes au point de se prendre pour le tueur. Visiblement, son obsession pour cette affaire lui était venue en juin 1912, lorsqu'il a visité la maison des Moore en se faisant passer pour un détective. Sa femme dit au procès que son mari est un homme faible d'esprit et qu'il lui arrive régulièrement de mentir. Et pour preuve,
Il s'était déjà vanté d'être responsable d'un incendie criminel alors que ce jour-là, il se trouvait chez lui en compagnie de sa femme. Lors de la délibération, le jury fut en désaccord. 11 hommes ont demandé à acquitter l'accusé, tandis qu'un autre demande à ce qu'il soit déclaré non coupable pour aliénation mentale. Ce désaccord donne donc lieu à un second procès, qui s'ouvre en novembre 1917, où il fut acquitté pour l'assassinat de Lena Stillinger. Après le procès, le révérend déménage à Kansas City, puis à New York. Pour ce qui est des dernières années de sa vie, celle-ci reste un mystère. Certains disent qu'il aurait fini ses jours dans un asile psychiatrique. En décembre 1912, 6 mois après les événements, Henry Lee Moore est arrêté, poursuivi et reconnu coupable des meurtres de son épouse et de sa grand-mère maternelle à Columbia, dans le Missouri. Pour les tuer, il s'était servi d'une hache et le père de l'agent fédéral M.C. Clogry, qui était directeur du pénitencier où l'homme était enfermé, raconta l'histoire à son fils. Henry Moore était un vagabond agressif, sujet à de brusques accès de colère, qui pouvaient être considérés comme un suspect dans le massacre de la famille Moore. Au moment des faits, il avait déjà passé 1 an en prison pour de petits délits, ses empreintes digitales se trouvaient donc dans son dossier, mais il pouvait avoir porté des gants pour accomplir ses crimes. M.C. Clogry estime que Henry Lee Moore a le profil pour être l'assassin de Villisca. Il commence donc à enquêter. Il consulte les dossiers de tous les meurtres à la hache, qui avaient eu lieu dans le Midwest au cours des 2 dernières années puis, il interroge le suspect et en conclut que Henry Moore était responsable d'au moins 23 de ces meurtres. En mai 1913, M.C. Clogry annonce qu'il a résolu le mystère du tueur à la hache, mais pour une étrange raison, personne n'y prête attention et Henry Moore ne fut jamais poursuivi. Le 19 mars 1917, le révérend J.J. Bury, de Yerilton, en Oklahoma, se présente devant le grand jury de Montgomery. Ce dernier, qui était pasteur de l'Église du Christ d'Oklahoma, déclare qu'un homme, dont le nom lui échappe, lui a avoué sur son lit de mort avoir commis les meurtres qui déroutaient les détectives et les officiers d'État, depuis plus de 4 ans et demi. Il explique que la confession lui a été faite dans un hôtel de Radersbourg, en juillet 1913, environ 1 an après le crime. L'homme lui a dit qu'il vivait à Villisca au moment des faits et qu'il travaillait comme forgeron. C'était un homme d'environ 25 ans au moment de sa mort. Ses parents vivaient toujours à Villisca, mais sa sœur avait épousé un médecin et quitté la ville pour vivre dans l'Ouest. En entendant ce témoignage, le détective Wilkerson affirme qu'il a déjà enquêté sur l'histoire, mais qu'il a constaté qu'elle ne tenait pas debout et la cause fut entendue. Le 28 mars 1931, George Meyers, un prisonnier de 48 ans qui attend d'être jugé pour cambriolage, reconnaît avoir assassiné 6 personnes à la hache, un homme, sa femme et leurs 4 enfants, à Villisca, 18 ans auparavant. Cette confession survient après 5 heures d'un interrogatoire musclé mené par les détectives Max Richmond et Earl Anderson, qui avaient reçu une lettre anonyme les encourageant à interroger le prisonnier. D'après ses dires, un homme, dont il ne savait pas le nom, lui aurait proposé $5 000 pour tuer M et Madame Moore ainsi que leurs 4 enfants. Meyers avait alors demandé une partie de l'argent avant d'effectuer le travail, et l'homme lui avait donné $2 000, lui affirmant qu'il lui donnerait le reste une fois sa tâche terminée. Meyers avait pris une hache, il était rentré dans la maison vers minuit, et il les avait tous tués, l'homme, sa femme, et leurs 4 enfants. Ils étaient tous endormis. Peu après, il avait à nouveau rencontré le commanditaire et il lui avait dit que le travail était fait. Meyers espérait toucher le reste de l'argent tout de suite, mais l'homme lui avait demandé d'attendre un peu, car il voulait être sûr que toute la famille avait bien été tuée. Alors, brusquement pris de peur, Meyers avait fui la ville avant l'aube et n'y était jamais revenu. S'il a avoué le meurtre des Moore, George Meyers nie toutefois avoir tué les 2 filles Stillinger. Il écopera de 15 ans de prison et personne ne crut en ses aveux. Les crimes du meurtrier à la hache de Villisca ne furent jamais résolus. Aujourd'hui encore, l'enquête est officiellement ouverte. Sachez qu'en 1994, Darwin et Martha Lynn ont racheté la maison et ont décidé de la rénover. Les travaux ont commencé fin 1994, après avoir obtenu les fonds nécessaires à sa rénovation. Utilisant de vieilles photographies, des témoignages et les rapports d'enquête de 1912, les Lynn ont redonné à la maison l'aspect qu'elle présentait lors de la tragédie, allant même jusqu'à y enlever toute trace de modernité telle que les câbles électriques.
En 1998, la maison Moore fut classée au registre national des lieux historiques et peu de temps après, commençaient les premières rumeurs de hantise. Il faut savoir qu'étrangement, jusqu'en 1999, jamais il n'y a eu la moindre observation de fantômes ou de phénomènes étranges, mais les rénovations semblent avoir réveillé les esprits. Depuis, la maison du tueur à la hache de Villisca est ouverte aux curieux, qui peuvent la visiter ou la louer, pour quelques jours. Outre les criminologues, des amateurs de sensations fortes et des chasseurs de fantômes y séjournent régulièrement dans l'espoir d'assister à quelques manifestations surnaturelles. La maison a bien évidemment été étudiée par une multitude d'enquêteurs du paranormal, dont les expériences auraient été similaires, et qui en auraient ramené de nombreuses preuves de l'existence d'une activité paranormale telle que des enregistrements de voix, surtout des voix d'enfants, des photographies d'orbes, de silhouettes, de visages, etc. La plupart du temps, les phénomènes commencent vers 2 heures du matin, exactement au moment où un train traverse la ville. La légende raconte qu'en 1912, le tueur se serait servi du sifflet du train pour pénétrer discrètement dans la maison, et qu'aujourd'hui il servirait de déclencheur. Au moment où il retentirait, apparaîtrait parfois un brouillard sombre dans la chambre parentale, qui suivrait les visiteurs ou se promènerait d'une pièce à l'autre. Des voix et des rires d'enfants résonneraient dans la nuit, des objets bougeraient tout seuls, d'autres chuteraient sur le sol, les portes se fermeraient d'elles-mêmes, des coups, des grattements et des bruits de pas se feraient entendre, la flamme des lampes à pétrole s'éteindrait sous d'invisibles souffles, des orbes flotteraient dans l'air et des médiums communiqueraient avec l'esprit des morts. Récemment, le 7 novembre 2014, un homme de 37 ans qui participait à une enquête sur les manifestations paranormales de la maison Moore se serait poignardé lui-même dans des circonstances qui restent confuses. Au moment des faits, l'homme, qui faisait partie d'un groupe de recherche, se trouvait seul dans une des chambres quand la tragédie est survenue. Vers minuit 45, l'heure supposée des crimes de 1912, ces hurlements ont réveillé ses confrères qui ont immédiatement appelé les secours. Poignardé à la poitrine, il se trouvait dans un état grave et a immédiatement été transporté à l'hôpital par hélicoptère. Il en serait sorti quelques jours plus tard, se refusant à tout commentaire. Martha Lynn, qui s'occupe toute seule de la maison depuis le décès de son mari, expliquait aux journalistes venus l'interroger sur cette surprenante affaire que tous les enquêteurs espéraient que quelque chose allait venir à eux et que parfois, certains tentaient le sort. Elle espérait que cet incident ne découragerait pas les éventuels visiteurs de venir séjourner dans la maison du tueur à la hache de Villisca, mais il est tellement étrange qu'il risque, au contraire, d'en attirer un peu plus encore. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine histoire criminelle. À bientôt.